Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour, comme chaque semaine, décrypter en votre compagnie l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour revenir sur l'actualité de la semaine, je suis évidemment en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on rentre directement au vif du sujet cette semaine et on parle de Bouygues Télécom Entreprises qui tenait conférence la semaine dernière pour faire un point sur leur stratégie, sachant que, comme on le rappelle, il y a eu des acquisitions, Keio, Nerim. Donc voilà, où on est un peu Bouygues Télécom Entreprises aujourd'hui. Alors en fait, Bouygues Télécom Entreprises, donc, qui, comme vous l'avez dit, est la branche entreprise de Bouygues Télécom, donc faisait une présentation par l'intermédiaire de François Treuil, qui est le directeur général de la division. Qu'on avait reçu d'ailleurs il y a quelques semaines. Qu'on a reçu il y a quelques semaines. Et donc effectivement, il y a eu les rachats que vous avez mentionnés. Et là, l'idée, c'est, l'idée que met en avant François Treuil, c'est que Bouygues Télécom dope son écosystème pour élargir sa palette d'offres. Et donc, plutôt que développer en interne, et donc ils signent des partenariats. Là, ils ont signé avec Versa Network et NXO. En fait, NXO, c'est le nouveau nom de Nextira One. Et donc, ce sont deux acteurs, l'un plutôt intégration, l'autre plutôt fournisseur de technologie, dans le domaine du SD-WAN, donc Software Defined, appliqué au réseau étendu. Donc, c'est un pas de plus pour Bouygues Télécom Entreprises, sachant qu'ils sont en train de travailler aussi à élargir cette offre à la fois dans le domaine de la sécurité et du cloud, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils n'en font pas. François Treuil rappelait qu'ils font bien sûr de la sécurité des réseaux, puisque c'est leur spécialité. Et donc, je dirais que de proche en proche, en élargissant, en étendant cet écosystème, et c'est leur manière de procéder pour étoffer cette offre. Et on comprend mieux le sens des acquisitions. Nerim qui fait par exemple un peu d'émergement. Et alors, l'idée de François Treuil, c'est que, en fait, et là je pense qu'il a raison, c'est au moment des ruptures qu'on peut faire quelque chose. C'est pas au moment où ça continue, je dirais, sur sa lancée. Et il pense que la 5G va apporter une rupture importante, à la fois dans le mobile et dans le fixe, et que c'est à ce moment-là qu'il faudra. C'est maintenant qu'il faut se positionner pour que les cartes soient rebattues. Très bien, écoutez, on aura sûrement l'occasion d'en parler peut-être avec lui dans les prochains mois. L'autre événement de la semaine passée, c'était la version parisienne de l'événement Nutanix .next 2019. Alors, au-delà de l'événement lui-même, ce qui était intéressant, c'était l'occasion d'une annonce qui a un peu surpris, j'allais dire un peu les frères ennemis, Nutanix et HPE, oui, qui font offre commune, sachant qu'on rappelle qu'HPE a une offre qui s'appelle SimpliVity, qui est quand même complètement concurrente de Nutanix. Oui, alors effectivement, c'est plus surprenant côté HPE que côté Nutanix. Alors Nutanix se présente maintenant à 100% comme un éditeur de logiciels. Bon, ils vendent toujours des appliances. Mais ils sont lancés et ils ont donné cette perception d'un fournisseur de solutions prêtes à l'emploi, donc une appliance, comme vous dites. Donc, et au départ, ils étaient partis avec Supermicro. Donc Supermicro, en gros, je dirais que c'est un fournisseur de serveurs... en marque blanche un peu. Quoi. Voilà, c'est ça, qui n'a pas son nom propre, donc tout allait bien. Enfin, si je puis dire, je passe sur les détails techniques, donc ils n'entraient pas en concurrence. Et là, ils élargissent leur offre en déposant, si je puis dire, leur logiciel sur les serveurs HPE. Sous l'appellation GreenLake. Donc GreenLake en fait avait été annoncé. C'est une offre d'HPE. Voilà, donc c'est une offre d'HPE. En fait, c'est une offre qui est proposée en hardware as a service, c'est-à-dire qu'en gros on n'achète pas mais on loue. Et donc dans cette nouvelle offre, Nutanix va la commercialiser, va la vendre. Et HPE va la louer. Donc c'est comme ça que les choses vont s'organiser. Donc on comprend pourquoi Nutanix fait ça. Effectivement, oui. Avoir une offre packagée sur des serveurs HPE... Sachant qu'ils sont déjà chez Dell, voilà. Ils sont chez Lenovo... Exactement. Enfin, bon. En revanche, effectivement, pour HPE, on comprend moins bien, puisqu'ils ont leur propre offre de système hyper convergé. Mais je dirais que... C'est peut-être aussi une illustration de la limite de l'offre peut-être d'HPE. Je pense que vous avez répondu à la question. Très bien, écoutez, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi avec les gens d'HPE. En entrant, on continue, cette fois-ci, on part des serveurs au poste de travail, on parle de Windows 7, qui existe encore, et très largement sur les postes clients, avec la question, faut-il migrer avec Windows 10, puisqu'il y a le problème du support qui, comme j'allais dire, chaque ancienne version de Windows, se pose de manière un peu abrupte pour les entreprises. Alors, Microsoft arrête son support, donc le support étendu, c'est au bout des 10 ans, en janvier 2020, donc c'est bientôt.
Et donc les entreprises ont le choix entre continuer avec Windows 7 ou passer à Windows 10. Évidemment, chacune des deux solutions a ses avantages, ses inconvénients. Et là, c'est une note du cabinet Robert Fonstress Group qui dit en fait en substance, il vaut mieux migrer sur Windows 10 parce que les avantages, si on fait le rapport avantage-inconvénient, ça penche assez largement du côté du passage vers Windows 10 parce que si on reste sur Windows 7, les risques qui sont encourus peuvent être très, très importants. Finalement, c'est une réflexion de type un peu prise d'assurance. Hein. Et alors, l'autre point qu'il dit, c'est que c'est très bien de migrer vers Windows 10, sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là, puisque Windows 7 a été un gros succès. Ouais. Un gros succès. Et il y a encore 44% des entreprises qui sont sur Windows 7. Et ils disent ils n'auront matériellement pas le temps de changer d'ici 2 ans. Donc, oui, non, moins que ça. Enfin, on est en 2019. Oui, en 2019, moins d'un an. Et donc là, ils ne répondent pas à la question comment ils vont faire. Donc il y aura une solution, une période transitoire pendant laquelle les entreprises sont un peu entre les deux. Mais ça, je dirais qu'un jour ou l'autre, il faudra que Microsoft propose une solution et d'éviter ces migrations qui sont franchement... qui correspondent aux années, début des années 2000, mais qui ne correspondent plus du tout à l'informatique d'aujourd'hui. Et justement, alors, il y a des solutions de VDI dont on parle beaucoup, d'autres solutions, mais une évolution continue des systèmes d'exploitation. Après, c'est le sens aussi de l'évolution de Windows 10 avec des mises à jour, finalement, qui va devenir un système permanent. Oui, des mises à jour absolument. Relativement récurrentes et pas ces grandes mises à jour, saut de génération, comme on a connu il y a plusieurs années. Alors, on parlait d'un peu de sécurité, on va directement avec une étude qui montre que les DSI sont, j'allais dire malheureusement, obligés de faire un certain nombre de compromis au détriment de la sécurité pour des raisons opérationnelles. Voilà, donc là c'est une étude qui a été faite commanditée par Tanium, et donc le chiffre principal c'est que 9 DSI sur 10 font des compromis pour la sécurité, sur la sécurité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros ils prennent des décisions qui pourraient mettre en question le niveau de sécurité. Voilà, et pour des raisons, il faut aller plus vite, parce que les métiers pressent, parce que peut-être pour des raisons budgétaires. Et donc il y a 36 raisons, mais en tout cas, 9 sur 10 avouent le faire, ce qui est quand même un peu inquiétant. Alors évidemment, après, il y a sans doute toute une palette de risques possibles, mais en tout cas, ils le font. Le constat est là. Et ils le font, ils l'avouent. Donc alors on dit péché avoué, mais là en l'occurrence, ça ne réglera pas la question. Alors, autre sujet, en bref, de la semaine, l'intégration des services de Dropbox au sein de la Google Suite, sachant que c'était déjà le cas chez Office 365. Donc là, c'est une mise à niveau, si je puis dire, attendue. Oui, alors on en est encore pour l'instant au niveau de la bêta ouverte, donc très bien. Et effectivement, c'est une intégration entre les deux, qui est relativement naturelle, puisque en fait, comme vous le disiez, il y a Office 365 et puis G Suite. Avec ça, on a maintenant les deux, c'est un duopole, on a les deux grands acteurs des outils de bureautique, comme on disait dans les années 90. Et donc là, en gros, c'est la possibilité, à partir de Dropbox, d'accéder à des documents G Suite et de pouvoir faire tout un tas d'opérations dessus. Sans sortir. Sans sortir. Donc, je dirais que c'est une facilité supplémentaire qu'offre Dropbox. Et c'est une évolution relativement naturelle de ces principaux acteurs, sachant que Dropbox, quand même, c'est le numéro 1 dans le domaine. Donc, c'est effectivement Et on avait interviewé le patron français il n'y a pas très longtemps. Et l'idée, c'est qu'ils ont un modèle freemium. En gros, il y a 10% des gens qui payent, et puis en espérant que les utilisateurs gratuits passeront au mode payant. Et ils y arrivent au fur et à mesure. Ils le font naturellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une stratégie commerciale pour pousser. Donc pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne chez Dropbox. Très bien. Alors ça, c'était pour l'actualité en bref. Pour le sujet de la semaine, c'était la conférence aussi Google, la semaine dernière, avec pas mal d'annonces, mais un point qui a retenu votre attention, Guy, c'est toujours cette fameuse thématique du multi-cloud, avec une annonce de Google sur la question qui s'appelle Anthos. Anthos. Qui permettent justement de gérer ces fameuses problématiques de multi-cloud entre Amazon, Azure. Absolument. Donc c'était la conférence Next, à pas confondre avec Point Next autour de Nutanix. Donc le marketing, ça manque un peu d'imagination. Oui. Donc la conférence de Google à San Francisco, donc Google Cloud. À noter, alors on va effectivement déjà parler de Anthos. Donc Anthos, c'est le nom qui a été donné à cette nouvelle plateforme pour
gérer du multi-cloud, sachant qu'il est basé sur Kubernetes. Donc, évidemment, puisque c'est un produit maison, donc ils le connaissent bien. Donc, il est normal qu'ils s'appuient et qu'ils prennent avantage sur cette brique technologique. Ils avaient déjà annoncé l'année dernière la possibilité de faire du cloud hybride, donc soit de mettre ça à la fois chez eux et puis on-premise, donc pour faire le lien entre les deux. Et là, c'est aller un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire ça gérer ça sur du AWS, sur Azure, etc. Donc c'est une évolution, je dirais là aussi assez naturelle. Et les autres acteurs font un peu la même chose. Enfin, ça, c'est l'idée maîtresse maintenant. Alors, on revient sur 2 points. Donc, un peu anecdotique, Anthos. Donc, Anthos, en fait, c'est le nom d'une tragédie grecque d'un dramaturge qui s'appelle Agathon. Rassurez-vous, je ne le connaissais pas avant d'en parler aujourd'hui. Et alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, le thème de la pièce, c'est que c'est un complot qui donne du plaisir. Donc, on ne sait pas si Anthos, ce sera un complot ou si c'est vraiment un produit. Le deuxième point, c'est que c'était la première sortie de Thomas Kurian. Donc Thomas Kurian, c'est pas n'importe qui, en fait c'était le responsable du développement produit chez Oracle pendant 22 ans. Donc je dirais que c'est une grosse pointure. On peut dire qu'Atos c'est en partie son bébé ou Anthos? Non, pas forcément. Non, parce qu'il est arrivé en 2018, mais je veux dire qu'il apporte plutôt sa compétence en matière de développement commercial qu'il a acquis chez Oracle. Il remplace Diane Green, qui était à la tête de l'activité cloud chez Google. Oui, qui avait été un transfert dont on avait beaucoup parlé d'ailleurs. Voilà, parce que Diane Green, c'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est une des des cofondatrices de VMware. Donc là, effectivement, Google a des gens de bon niveau pour développer le cloud. Puis le troisième point, c'est que Google a noué des partenariats, donc d'un côté avec, je dirais, des constructeurs de serveurs, donc ceux qu'on connaît, Dell, EMC, HP, Lenovo, Cisco, donc qui proposent ce logiciel sur leur propre serveur pour faire du multi-cloud. Et puis aussi des partenariats avec les grands intégrateurs. Donc la liste est très longue. On en citera deux parce que donc Accenture et Devoteam. Pourquoi? Parce que en fait, ils étaient déjà impliqués dans l'intégration du cloud de Google, mais parce qu'ils ont procédé à 2 rachats à peu près en même temps. Donc Cirrus.io pour Accenture et Avalon pour Devoteam. Avalon, c'était un intégrateur plutôt dans les pays nordiques. Ça, donc qui se présente comme, qui renforce en tout cas leur offre en matière de cloud. Donc Google Cloud. Je dirais que pour Google, c'est un peu l'objectif, c'est de rattraper les 2 premiers de tête, donc qui sont AWS qui est loin devant, et puis Microsoft qui est en train de monter pour essayer de rattraper la tête de la course. D'accord. Et puis, ça c'était pour la semaine passée, Guy. On reste dans le cloud pour les semaines à venir avec un contrat, le fameux méga contrat du Pentagone, puisqu'on parle de 10 milliards de dollars pour du cloud, et qui avait un peu fait la une, puisque Oracle avait fait un procès, si je me souviens bien, parce qu'il avait dû être sorti du jeu, j'imagine, en disant qu'il y avait des conflits d'intérêts, et donc Oracle a été dégoûté. Alors, donc, en fait, là, il y a une déclaration d'une porte-parole du Pentagone qui disait qu'il reste 2 acteurs en course. Alors il est vraisemblable, alors quand on dit de contrat du siècle, effectivement le mot n'est pas trop fort dans le cloud parce que c'est 10 milliards de dollars, donc c'est quand même un peu d'argent. C'est important. Le Pentagone, on imagine les problèmes de sécurité que ça peut poser, donc dire que le cloud n'est plus sécurisé, on peut maintenant, on pourrait dire que la question est quand même assez bien réglée. Et donc il reste 2 acteurs qui sont sans grande surprise, AWS et Microsoft. Alors vous l'avez dit, Oracle a été sorti, a fait un procès, donc c'est un peu à l'image d'Oracle, un peu agressif si je puis dire. Et IBM serait aussi également sorti de l'appel d'offres. Pour IBM, c'est pas trop surprenant, c'est un peu plus embêtant parce que c'est quand même un acteur qui a été souvent un contractant de l'administration américaine en tant que fournisseur. Donc bon, ça veut dire que leur offre est quand même un peu en deçà de l'offre des 2. Donc il resterait Amazon, Amazon et Microsoft. Microsoft. Alors maintenant, après, comment ce sera réparti, d'où la nécessité, entre parenthèses, du multi-cloud. Suite au prochain épisode, là, pour le coup. Absolument. Avec un petit enjeu sur la question financière. Et puis on conclut avec notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors c'est un peu des 2 côtés. Alors, coup de cœur, entre guillemets, pour l'UFC Que Choisir, qui a obtenu gain de cause, mais on aurait bien aimé finalement que ce procès n'ait pas lieu, parce qu'on parle des fameuses conditions CGV des acteurs des fameux GAFA, en l'occurrence
comment dirais-je, Facebook, hein, c'est ça? Oui, alors c'est UFC Swagger qui a engagé une action il y a 5 ans, donc qui a été entérinée réglée par le tribunal de grande instance de Paris. Et donc effectivement, Facebook a été condamné. Condamné, en fait, c'est pour les questions de protection des données personnelles. Et on sait bien, on répète assez régulièrement que, en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors évidemment, il y a les conditions d'utilisation. Vous savez, c'est le document de 40 pages qui est écrit en corsis et qui est absolument lisible et qui est très, très flou. Donc là, l'idée, c'est que, en gros, l'idée, la maîtresse avec cette condamnation, c'est que alors il y a eu Google et Facebook qui sont passés à la moulinette juridique, si je puis dire. C'est qu'ils ne pourront plus, à terme, ils ne pourront plus faire n'importe quoi avec les données personnelles. Alors, il y a GPD, je dirais que autour des GAFA, le maître mot, c'est que l'étau est en train de se resserrer. Au niveau fiscal, au niveau de l'image, là au niveau juridique. Donc ça évolue. Alors assez rapidement, pas assez rapidement, j'en sais rien, mais en tout cas, la prise de conscience est évidente. La pression monte. Très bien, écoutez, je propose qu'on conclue là-dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt, merci.